Donc j'ai le plaisir de représenter la société Smile sur une thématique qui m'est chère, c'est la thématique de l'IoT. Et donc le choix de cet atelier, c'est en quoi les objets connectés, l'Internet des objets, peut nous aider dans notre business à mieux adapter notre politique tarifaire sur les produits qu'on est amené à commercialiser auprès de nos clients. Alors pour démarrer, on parle beaucoup de transformation digitale, on dit que c'est un phénomène qui est incontournable, ça touche tous les secteurs. C'est vrai, mais quand on regarde un petit peu avec les types de clients sur lesquels on travaille autour de l'IoT dans la transformation digitale, on voit qu'on touche beaucoup de secteurs, dans le monde industriel, mais aussi dans le domaine du tertiaire, du service. Et c'est vrai que ça touche tous les secteurs. Il y en a en particulier comme le monde de l'automobile, par exemple, mais on travaille vraiment tous secteurs confondus. Mais l'enjeu, et la véritable révolution, elle n'est pas en soi sur la transformation digitale en tant que telle, mais elle est sur la transformation des business models ou des processus internes. Là, j'ai plutôt m'axé sur la partie externe de l'entreprise. Donc, c'est la partie politique tarifaire et la transformation de nos business models ou le développement de business models qui sont basés sur la donnée. Donc, l'enjeu, c'est la donnée. Et par rapport à cette donnée, on va développer de nouveaux services qu'on va commercialiser auprès de nos clients. Alors la chaîne de valeur, quand on va parler d'IoT, la chaîne de valeur, c'est la chaîne de valeur de la donnée. Donc le pont qu'on fait sur ces projets, c'est un pont entre le monde du physique dans lequel on se trouve et le monde du digital. Comment et avec quel type de technologie je rends mon produit ou je rends ma chaîne de production chez un industriel intelligent pour que ça remonte de la donnée. Et comment je remonte, je sécurise cette donnée, comment je la stocke, je la corrèle avec des données du SI pour la restituer sous forme de service. Et pour ce faire, il nous faut une brique technologique. Et cette brique technologique, c'est ce qu'on appelle les plateformes IoT. D'accord ? Plateformes Internet of Things, notamment portées entre autres par les GAFA. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va vous présenter deux architectures différentes. La première, c'est sur une approche plutôt basée sur Amazon Web Services, qui est un de nos partenaires au sein de Smile, sur cette chaîne de valeur. Où donc on voit, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi il y a une intermittence dans la projection, j'en suis désolé, où on voit l'ensemble des briques proposées par AWS sur cette chaîne de valeur de la donnée. Et le second, c'est quand même notre ADN, c'est le best of breed de l'open source. C'est-à-dire que dans cette chaîne de valeur de la donnée, on va retrouver ici l'ensemble des business units du groupe Smile avec l'ensemble des briques open source qu'on utilise sur cette chaîne de valeur. Donc là, on est dans le monde du physique, de l'embarqué, jusqu'au monde du digital. Donc on va avoir la démonstration que j'ai ici, qui est basée sur des briques open source, que mon confrère va vous présenter en fin de présentation. Et puis je vais plutôt vous parler d'un retour d'expérience sur la partie AWS. Alors la référence client et le retour client que je vais vous faire, c'est auprès d'un de nos clients qui s'appelle Newlock, filiale du groupe Dubreuil, dont le métier principal, c'est de la location de matériel de chantier comme l'Oxam, par exemple. Alors, je voulais démarrer, je me posais la question, est-ce que je démarre par ce slide ou je finis par ce slide, mais j'ai voulu le démarrer par ce slide sur le groupe, pour montrer en quoi l'IoT leur avait apporté un certain nombre de solutions dans leur processus au quotidien et vis-à-vis de leurs clients. La première chose, c'était de savoir où sont leurs produits qui sont amenés à louer auprès de leurs clients, le matériel de chantier, donc la partie géoloc. On est souvent, c'est un des premiers besoins qui est amené à ressortir, où se trouve donc le produit que je suis amené à louer, les machines. Aussi le contrôle en termes d'usage. C'est-à-dire que quand on fait de la location, on veut affiner finalement, on a un contrat à la base, mais on veut affiner son cas d'utilisation. Quand est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est utilisé plus qu'un certain nombre d'heures dans la journée? Et est-ce que c'est utilisé là, les journées où c'est prévu? C'est-à-dire on ne veut pas que ça soit utilisé le week-end, par exemple. Donc le taux d'utilisation. On veut connaître donc le nombre d'heures et aussi le planning d'utilisation par rapport aux plateformes. Parce que souvent, on a des locations longue durée et on se rend compte que pendant un certain temps, les machines n'ont pas été utilisées, par exemple. Donc, c'est aussi un service qu'ils peuvent amener à leurs clients en leur disant
vous louez chez nous un certain nombre de matériel sur la longue durée, on peut vous amener des produits d'extranet pour mieux gérer la flotte que vous louez chez nous. Hein, produits à valeur ajoutée. La partie vol, parce que même si c'est des grosses machines qui sont amenées à louer, il y a toute une problématique de vol. Donc là aussi, c'est pouvoir traquer les vols de ces machines pour pouvoir les récupérer au plus tôt ou savoir où est-ce qu'elles sont. Et puis, dernier point, c'est la partie fédération, de créer une communauté. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir des clients qui ne sont pas très loin les uns des autres. Il y en a un qui utilise un matériel, il pourrait le prêter à un autre. Donc, c'est le côté communautaire entre finalement clients du groupe Dubreuil et qui sont amenés à louer du matériel. Donc ça, c'est l'ensemble des réponses qu'a apporté l'IoT. Et pour finir, bien sûr, c'est l'allocation à l'usage et de payer à l'usage, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc d'avoir, vis-à-vis de la concurrence, une offre beaucoup plus pertinente et collée à l'usage qu'en a leurs clients. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait et comment s'est déroulé le projet? Alors je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on ait le temps d'avoir une petite démo à la fin. Très bien. Donc au départ, c'est un client industriel dont le métier, c'est pas du tout faire de l'IT. Donc ils n'avaient pas de cahier des charges. Donc on les a rencontrés sans cahier des charges, où ils nous ont exprimé leurs besoins. Je suis vraiment désolé pour l'entrecoupure. Et le besoin initial, c'était je veux savoir voilà, où sont mes machines, et je veux savoir, avec un euramètre, le taux d'utilisation, ce que je vous ai précédemment. C'était le besoin initial. Et ceci avec un certain nombre de contraintes. Contraintes environnementales. On est dans un environnement, voilà, il y a de la pluie, il y a de l'humidité. On est dans un environnement, il y a des vibrations. Enfin voilà, il y a pas mal de contraintes. Donc on avait un certain nombre de contraintes pour remonter ce type d'informations. Et puis une dernière contrainte, c'était l'autonomie. Alors pourquoi l'autonomie alors qu'on est dans un véhicule où il y a une batterie? Tout simplement parce que quand il y a un vol, souvent les voleurs coupent la batterie. Et donc on voulait avoir une certaine autonomie dans le boîtier pour envoyer l'information de géolocalisation. Donc c'était leur besoin initial. Et ce besoin a été remonté parce que certains de leurs fournisseurs, notamment JCB, avaient une solution. D'ailleurs, maintenant, la plupart des constructeurs de machines, de tout type, ont des trackers. Mais il s'avère qu'au sein de Nuloc, ils ont plusieurs fournisseurs. Donc, ils ne voulaient pas avoir à gérer plusieurs solutions, s'interconnecter quand c'était ouvert, parce que ce n'est pas toujours le cas, les API de ces boîtiers. Donc, ils se sont dit, on trouve que c'est une très bonne idée, on ne veut pas aller aussi loin que là où va JCB, mais on aimerait faire la même chose. C'est comme ça que le besoin est remonté chez eux, finalement. Et pour ça, ils avaient identifié des solutions verticales. TrackUnit, qui est assez connu, qui avait un boîtier autonome ou un boîtier filaire pour se connecter au buscan du véhicule, ou une start-up qui s'appelle FlexSense, qui faisait du tracking dans le domaine maraîcher au niveau des huîtres pour les vols d'huîtres. Donc, vous avez identifié voilà, ces deux solutions. Et ils ont souhaité développer leur propre solution, une solution à façon, pour vraiment coller à leurs besoins, maîtriser les données de bout en bout, et être surtout à même de pouvoir réutiliser ces données pour développer un extranet pour leurs clients. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces cas d'usage où Smile est sollicité pour développer des solutions IoT. C'est quand les solutions verticales, quand on existe des solutions verticales, ne couvrent pas l'ensemble du besoin. Donc pour ça, on est parti au départ sur la définition d'un boîtier où je veux faire de la géolocalisation et connaître l'utilisation et du temps machine. Et puis, au fur et à mesure des discussions, on s'est dit, oui, mais on serait aussi intéressé d'avoir du Bluetooth et de pouvoir se connecter avec un smartphone sur la machine, typiquement, pour avoir un guide d'entretien, un guide d'utilisation de la machine, pour pouvoir mettre à jour la machine en termes de logiciel. Donc, ça a été un besoin qui a été soulevé, c'était une option. Après, ils voulaient aussi une entrée analogique, notamment pour pouvoir avoir un remontée d'informations sur l'usage des machines, parce que souvent, des conducteurs utilisaient mal ou surutilisaient des machines. Il y avait des problèmes avec des alertes sur les tableaux de bord et ce n'est pas tenu compte par les conducteurs. Donc, ils voulaient avoir ce type d'informations.
et pouvoir gérer certains conflits qu'ils pouvaient avoir avec leurs clients en disant mais je ne comprends pas, la machine est tombée en panne, on l'a utilisée normalement, alors que non. Ils l'ont utilisée dans un contexte où, parce qu'il manquait d'huile, ils ont continué à l'utiliser et avoir cette information. Ils souhaitaient, comme beaucoup, avoir une connexion bus-CAN. C'est un bus de communication de données voilà, des véhicules. On remonte beaucoup de données à travers ce bus. Et puis une mise à jour OTA, un petit peu comme on a sur nos smartphones, over the air, pouvoir mettre à jour le boîtier pour les évolutions futures. Donc on a longuement discuté autour de ces différentes solutions, fait différents pricing. Donc on travaille avec des fournisseurs dans le domaine hardware, ce qu'on appelle des EMS, pour essayer de trouver le meilleur prix pour la solution. Et au final, on a laissé tomber un certain nombre de solutions et on est resté sur la partie, on a rajouté donc la partie Bluetooth par rapport au besoin initial avec l'application mobile et puis la partie entrée analogique. Pour vous donner une vision un peu du boîtier de son synoptique, déjà on est parti donc sur un microprocesseur, un petit boîtier avec un microprocesseur, avec plusieurs entrées. Déjà la partie GPS, pour la partie géolocalisation, c'était la technologie qui était retenue. Le modem Bluetooth pour la communication avec le mobile. Et troisième moyen de communication, c'est du GPRS en 2G. Par rapport aux données qu'on souhaitait remonter à la couverture, on a préféré partir sur du GPRS plutôt que sur du LoRa en termes de technologie. Demain, il y aura sûrement un intérêt ou une évolution peut-être sur la 5G, mais à l'époque, ça n'existait pas. Après, on a un accéléromètre associé. Donc ça, c'est souvent pour les problématiques entre autres de vol ou de déplacement du véhicule sans qu'il soit le moteur allumé, et pouvoir le détecter. D'accord ? Parce qu'évidemment, quand le moteur est allumé et que le véhicule se déplace, c'est normal. Mais si le moteur est éteint et que le véhicule se déplace, c'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on a intégré un accéléromètre. Et puis une partie alimentation avec une batterie de secours. C'est ce que je vous disais en termes d'autonomie, si jamais on est débranché sur la partie batterie, et puis après une interface tactile avec un bouton. Donc pour vous donner un ordre d'idée voilà, de comment est le boîtier, donc ça c'est un boîtier qui a été développé à façon avec les contraintes que je citais précédemment en termes d'environnement, de chaleur, de vibration et d'humidité, avec un de nos partenaires avec qui on est amené à travailler, ainsi que la carte électronique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce boîtier est installé directement, et donc on les a formés, par les gens de la maintenance de New Lock, directement. Donc il a fallu aussi rendre l'installation assez simple, et que la taille du boîtier puisse rentrer dans les différentes machines qu'il pouvait avoir. Dernier slide avant de passer sur la partie démo. On aura juste les 5-6 minutes qu'il nous faut. Ce que je voulais vous montrer à travers ce slide, c'était finalement la couverture sur toute la chaîne de valeur de la donnée sur laquelle Smile est amené à intervenir. Smile, on est très reconnu surtout dans la région nantaise sur cette partie digitale, web, e-commerce, qui est finalement le bout de la chaîne quand on parle de la transformation digitale et de l'IoT. Mais au sein du groupe, on maîtrise vraiment l'ensemble des briques en démarrant par la partie embarquée, hardware, là où on met de l'intelligence dans le produit, d'accord, pour qu'il envoie de la donnée. Donc, c'est des équipes d'ingénierie embarquée qui ont démarré à travailler sur le projet. Après, toutes les problématiques de choix des technologies réseau, parce qu'il y a beaucoup de technologies réseau qui existent sur le marché, notamment dans le domaine de l'IoT, donc faire les bons choix et voir les impacts en termes de couverture, de débit, de consommation énergétique. Pour partir après sur toute la partie base de données, donc une forte expertise sur la partie data, qu'on a notamment à Nantes. Donc choisir la bonne plateforme, l'optimisation des bases et la corrélation avec le CRM, notamment dans ce cadre de ce projet-là. Après, sur la partie API, exposition des API, pour que les équipes de développement du client et les nôtres puissent développer l'application métier et l'extranet vis-à-vis de New Lock, mais aussi des clients de New Lock. Donc sur ce projet-là, on a couvert voilà, l'ensemble du spectre de compétences et on a pu accompagner le client sur l'ensemble des technologies sur un projet IoT, ce qui vraiment nous différencie sur le marché par rapport aux autres acteurs. Et je voulais appuyer ce point-là. Voilà
ce que je voulais par la suite, c'était vous montrer une démonstration. Donc là, on a vu, la solution Nuloc a été entièrement, une très grande partie en tout cas, a été développée avec l'architecture AWS. Et je voulais en même temps, parce qu'on fait aussi des projets, alors là, c'est le cas d'un cas d'usage dans un monde industriel sur des chaînes de production. On travaille aussi sur des briques open source. 5 minutes, c'est parfait. Ouais. Et on voulait vous faire donc une petite démonstration sur le même type de solution, mais basée que sur des briques open source et les choix qu'on avait fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Daniel-Muller, je suis le responsable du pôle DevOps et Cloud de Smile à Nantes. Et on a conçu cette solution-là, donc comme le disait Cédric, sur un modèle best of breed pour un de nos clients industriels, dont la volonté était de ne pas avoir d'adhérence avec un provider de cloud spécifique pour tout un tas de problématiques qui peuvent être légales par rapport à la souveraineté de la donnée ou encore pour s'éviter des contraintes pour certaines instances en fonction des clients du marché qui vont adresser, qui pourraient les empêcher d'installer cette solution-là sur un cloud provider ou un autre. Donc là, on est sur une solution à façon, on utilise en gros les standards de ce qui se fait dans l'IoT et dans la gestion du cloud. Et donc, on a dérivé ça en un démonstrateur qu'on a ici aujourd'hui. Donc, en fait, on est capable de remonter, grâce à ces petits ordinateurs-là, qui pourraient très bien être connectés à toute une armée de capteurs qui seraient sur une chaîne de production ou n'importe quel autre cas d'usage. Là, on a des capteurs embarqués sur une carte. Alors, on a des accéléromètres, on a un GPS, non pas un GPS, pardon, mais un inclinomètre, on a des capteurs de température, et ainsi de suite. Et donc, on est capable de déployer toute une flotte de ce genre de modules. Et un des points intéressants de cette architecture, c'était d'avoir la capacité de supporter des interruptions réseau, parce que notre client souhaitait déployer ce genre de gateway à travers le monde et dans des environnements où la connectivité réseau n'est pas garantie, où on peut avoir des problèmes de disruption et d'interruption, pardon. Et donc là, on vient d'éteindre, on vient de couper la connexion vers Internet. Donc on peut secouer comme ça le module, on voit qu'il n'y a rien qui remonte. Normalement, voilà, on va voir les courbes se vider. Ouais. Et ce qu'on a développé, c'est un système qui stocke finalement les données localement. On est sur le edge. Donc, il détecte qu'il n'y a plus de connexion, donc il garde les données localement. Et dès qu'on va retrouver le réseau, l'ensemble des données vont remonter, se resynchroniser avec le cloud. C'est ça? C'est exactement ça. Voilà. On se remet la connexion? Oui, je pense que tu peux. Donc, Cédric, vous voyez agiter la gateway pour exciter tous les capteurs qui sont dessus. Vous allez voir notamment au niveau accéléromètre et gyroscope les données remontées. Donc là, les graphes se sont un peu vidés. Il va falloir quelques temps, quelques secondes, pour que la donnée remonte jusque dans le cloud. OK, on n'a plus que 2 minutes. Et voilà, vous allez voir les données arriver incessamment sous peu. Et voilà, l'idée, c'est de démontrer qu'on est capable de supporter des interruptions réseau, qu'on est capable de processer la donnée avant de l'envoyer. Voilà, les données sont revenues. Et on est capable aussi de déployer cette flotte à grande échelle. Toutes ces gateways vont venir s'adjoindre à l'environnement cloud. Et une fois que c'est fait, en fait, on a la capacité totale de gérer cette flotte à distance, de la reparamétrer, de redéployer. On a employé des technologies DevOps et cloud. Donc on a une gestion as code de toute cette stack. Et on peut entraîner des algorithmes dans le cloud et puis après les déporter sur les gateways pour filtrer la donnée avant de l'envoyer, détecter des incidents, faire de la maintenance prédictive, de l'alerting. Enfin, voilà. Il y a plein d'interfaçages et du use case possible grâce à l'open source et à toute l'innovation que ça peut apporter. Voilà. Et on a une souplesse totale d'intégration. Voilà, merci beaucoup. Merci Thomas. à vous. Ouais. Et je voulais juste profiter pendant les 30 secondes qui nous restent. Je ne sais pas si vous avez suivi le compte LinkedIn de Smile, il y avait une annonce surprise à faire. Je pense que certains seront surpris ici. On a décidé à Nantes, parce que le cloud, on sait tous que le cloud c'est important, qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, on s'est associé avec plusieurs ESN pour lancer cette année le Cloud West 2020, qui est le premier événement qui va durer une journée dédié au cloud, toutes technologies confondues. Où on va avoir des conférences techniques et des retours d'expérience de différents ingénieurs, donc ça va être des conférences techniques, mais aussi de clients
qui ont mis en œuvre du cloud à Nantes, en région ouest. Voilà, et donc ça va être dédié d'une journée, sûrement en septembre, durant l'événement numérique voilà, au sein de Nantes. Et on voulait faire cette annonce et en profiter. Donc vous pouvez vous inscrire, il y a l'URL, les slides seront partagés, je crois. Et on pourra en reparler. N'hésitez pas à voir sur notre stand si vous souhaitez en discuter voilà, avec moi. Merci beaucoup.